Il y a des erreurs qui ne coûtent rien à 30 ans et qui coûtent beaucoup après 60. Des erreurs qui ne relèvent ni de la négligence, ni du manque d'attention, mais simplement du fait que personne n'a jamais expliqué aux voyageurs seniors que certaines habitudes prises au fil des décennies ne fonctionnent plus aussi bien aujourd'hui. Parce que les aéroports ont changé, parce que les règles ont changé, et parce que le corps ne réagit plus tout à fait de la même façon. J'ai observé ces erreurs pendant des années. Dans les files d'enregistrement, au contrôle de sécurité, dans les zones d'embarquement, des voyageurs de 65, 70, 75 ans qui subissent des situations parfaitement évitables, qui perdent des frais qu'ils n'auraient pas dû payer, qui s'épuisent avant même d'être montés dans l'avion, qui renoncent à des services auxquels ils avaient pourtant droit gratuitement. Et à chaque fois, la cause est la même. Personne ne leur a dit. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement quelles sont ces 10 erreurs, pourquoi elles posent problème spécifiquement après 60 ans et ce que vous devez faire à la place. Avec les formulations précises à utiliser quand c'est nécessaire, parce que la façon dont vous formulez une demande dans un aéroport change absolument tout. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre prochain voyage, et je vous préviens tout de suite, au moins 3 de ces erreurs sont des choses que vous faites probablement à chaque départ sans y avoir jamais réfléchi. Commençons. Premièrement, ne pas demander l'assistance aéroportuaire parce qu'on pense ne pas y avoir droit. C'est l'erreur la plus répandue de toute cette liste et celle qui coûte le plus en fatigue inutile. Voici ce que la plupart des voyageurs seniors croient et qui est faux. Ils pensent que l'assistance en fauteuil roulant ou en voiturette est réservée aux personnes qui ne peuvent absolument pas marcher, aux personnes handicapées, à celles qui ont un certificat médical. Alors ils traversent des terminaux de 2 km avec leurs bagages, ils arrivent à la porte d'embarquement épuisés et ils montent dans l'avion en ayant déjà consommé une bonne partie de leur énergie de la journée. La réalité juridique est complètement différente. Le règlement européen CE BIL 107/2006 garantit une assistance gratuite à toute personne qui en fait la demande en raison de son âge ou d'une mobilité réduite, même partielle, même temporaire. Aucun certificat médical n'est exigé, aucun justificatif n'est demandé et les compagnies n'ont pas le droit de refuser. Ce que vous obtenez concrètement, un accompagnement de l'enregistrement jusqu'à votre siège dans l'avion, une aide pour vos bagages à main, un passage souvent prioritaire à la sécurité et le même service en sens inverse à l'arrivée. Ce que vous devez faire à la place, signaler votre besoin d'assistance au moment de la réservation ou au plus tard 48 heures avant le vol en appelant la compagnie. La phrase exacte à utiliser: j'aimerais demander une assistance à la mobilité pour traverser l'aéroport. Je peux marcher, mais j'ai besoin d'aide pour les déplacements et pour mes bagages. Ne dites pas fauteuil roulant, si vous n'en avez pas besoin, dites assistance à la mobilité. Cette formulation active exactement le bon protocole sans vous enfermer dans une catégorie qui ne correspond pas à votre situation. Deuxième point, arriver à l'aéroport avec le même délai qu'il y a 20 ans. C'est une erreur de calibrage et elle génère un stress considérable qui a des effets bien réels sur la santé. Voici ce qui a changé et que beaucoup de voyageurs n'ont pas intégré. Les aéroports d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux des années 2000. Les terminaux sont plus vastes, les distances à parcourir sont plus longues, les contrôles de sécurité sont plus nombreux et plus lents, et les procédures d'enregistrement se sont largement automatisées. Ce qui va plus vite pour ceux qui maîtrisent les bornes et beaucoup plus lentement pour ceux qui ne les maîtrisent pas. Un voyageur qui arrivait 2 heures avant son vol international il y a 15 ans avait une marge confortable. Aujourd'hui, avec les mêmes 2 heures, il peut se retrouver à courir vers sa porte d'embarquement. Et courir dans un aéroport après 70 ans n'est pas seulement désagréable, c'est un facteur de risque réel de chute, d'épuisement et de stress cardiovasculaire. Ce que vous devez faire à la place: prévoyez 3 heures avant un vol international, 2h30 avant un vol européen. Cette marge n'est pas de la prudence excessive, c'est du réalisme. Elle vous permet de faire les choses à votre rythme, de vous asseoir quand vous en avez besoin, de trouver votre porte sans stress et d'arriver à l'embarquement dans un état de calme plutôt que d'urgence. Et utiliser ce temps supplémentaire intelligemment, c'est précisément ce temps qui vous permet de demander l'assistance, de poser vos questions aux agents sans les presser et d'obtenir les avantages dont je parle dans cette vidéo. La précipitation est l'ennemi de tous les avantages qu'on pourrait obtenir dans un aéroport. Troisièmement, mettre ses médicaments dans le bagage en soute. Cette erreur paraît anodine. Elle peut avoir des conséquences médicales sérieuses. Voici ce qui se passe quand un bagage n'arrive pas. Chaque année, des millions de valises sont retardées, mal acheminées ou perdues. Dans la majorité des cas, elles finissent par arriver, mais avec un délai de 24 heures, 48 heures, parfois plusieurs jours. Pour un voyageur de 30 ans, c'est une contrariété. Il achète 2 t-shirts et attend. Pour un voyageur de 75 ans qui suit un traitement quotidien pour le cœur, la tension ou le diabète, c'est une rupture de traitement dans un pays étranger avec un système de santé qu'il ne connaît pas et une langue qu'il ne parle peut-être pas. Il y a une deuxième raison, moins connue. Les soutes d'avion connaissent des variations de température importantes, parfois négatives, sur les vols long courriers. Certains médicaments, insuline, biologiques, produits thermosensibles, perdent leur efficacité ou se dégradent dans ces conditions.
Un médicament qui a voyagé en soute peut arriver intact en apparence et inefficace en réalité. Ce que vous devez faire à la place, tous vos médicaments voyagent en cabine, systématiquement, sans exception. Dans leur emballage d'origine avec la notice, pas dans un pilulier anonyme, parce qu'un pilulier rempli de comprimés non identifiés déclenche presque systématiquement une inspection au contrôle de sécurité. Et emportez une quantité supérieure à la durée prévue de votre séjour. 5 à 7 jours de traitement supplémentaire pour absorber un retour retardé, un vol annulé ou un imprévu de voyage. Cette marge ne coûte rien et peut vous éviter une situation très inconfortable. Quatrième point, refuser l'aide pour ranger son bagage à main par pudeur. C'est une erreur qui vient d'un bon sentiment. Ne pas déranger, ne pas paraître diminué. Et qui provoque chaque année des blessures parfaitement évitables. Voici la situation que j'ai vue des dizaines de fois. Un passager de 70 ou 75 ans dans l'allée d'un avion qui essaie de hisser un bagage de 8 kg au-dessus de sa tête. Avec des passagers impatients derrière lui, sans appui stable, en forçant sur les épaules, les cervicales et le dos dans une position particulièrement défavorable. Et personne qui vient l'aider parce que personne ne regarde. Ce geste était l'un des plus traumatisants pour les articulations de l'épaule, en particulier après 60 ans où les tendons sont plus fragiles. Des déchirures de la coiffe des rotateurs, des lombalgies aiguës, des chutes dans l'allée, ces incidents surviennent régulièrement lors de l'embarquement et ils gâchent des voyages entiers. Ce que vous devez faire à la place, demandez. Simplement et sans hésitation. Les membres d'équipage sont là pour ça, ils sont formés pour ça, et la grande majorité d'entre eux proposent de spontanément leur aide quand ils voient un passager en difficulté. Encore faut-il qu'ils le voient. La phrase exacte à utiliser en montant à bord « Bonjour, pourriez-vous m'aider à ranger mon bagage, s'il vous plaît ?» 3 secondes. Aucune justification nécessaire. Et la même demande fonctionne à l'arrivée pour récupérer votre bagage du compartiment. Beaucoup de voyageurs ne savent pas que cette aide est également disponible à la descente. Si cette vidéo vous apprend des choses que vous ignoriez, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie chaque semaine des conseils pratiques pour les voyageurs seniors sur les droits, la préparation et tout ce que personne ne prend le temps d'expliquer. Le bouton est juste en dessous. Cinquièmement, ne pas commander de repas spécial alors qu'on suit un régime médical. C'est une erreur qui prive gratuitement de quelque chose de meilleur. Voici ce que la plupart des voyageurs seniors ne savent pas. Sur tous les vols long courriers des grandes compagnies, il est possible de commander gratuitement un repas adapté à ses besoins. Sans sel pour les personnes suivies pour la tension, adapté au diabète, sans gluten, faible en graisse, sans lactose, végétarien. Cette option est gratuite, elle figure dans les conditions de transport et elle doit simplement être demandée au minimum 48 heures avant le vol. Ce que ça change concrètement, et c'est là que c'est intéressant, ces repas sont préparés séparément, en petites quantités, et ils sont servis en priorité, avant les plateaux généraux. Vous êtes donc servi en premier avec un repas qui correspond exactement à vos besoins, sans avoir à négocier avec l'équipage en plein service, ni à trier ce qui vous convient dans un plateau standard. Et il y a une raison médicale de le faire au-delà du confort. Les repas servis en avion sont volontairement très salés parce que la perception gustative diminue en altitude. Pour une personne suivie pour l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, ce niveau de sel n'est pas anodin sur un vol de 12 heures. Ce que vous devez faire à la place, après avoir réservé votre billet, connectez-vous à votre dossier sur le site de la compagnie ou appelez-la et commandez votre repas spécial. Ça prend 2 minutes. Si vous appelez, la formulation est simple. Je souhaite commander un repas spécial pour mon vol, je suis suivi pour tel problème de santé et j'ai besoin d'un repas sans sel. Les catégories disponibles vous seront proposées directement. 6e point, ne pas signaler ses besoins en cas de retard ou d'annulation. C'est l'erreur qui coûte le plus cher en confort dans les situations déjà difficiles. Voici ce qui se passe quand un vol est annulé ou fortement retardé. Des centaines de passagers se retrouvent simultanément dans la même situation, tous en attente, tous en train de réclamer une solution auprès d'un nombre limité d'agents. Dans cette configuration, la compagnie applique des priorités. Et les passagers qui ont signalé un besoin lié à leur âge, à leur mobilité ou à leur santé figurent en tête de ces priorités pour l'accès à un salon, pour un bon de repas, pour une prise en charge d'hébergement, pour un réacheminement plus rapide. Ce que font la plupart des voyageurs seniors dans cette situation, ils attendent dans la file générale, patiemment, sans rien dire. Et ils obtiennent exactement ce que tout le monde obtient, c'est-à-dire souvent pas grand-chose et tard. Ce que vous devez faire à la place, allez au comptoir de la compagnie dès l'annonce du retard ou de l'annulation et signalez immédiatement votre situation. La phrase exacte à utiliser bonjour, j'ai 75 ans et j'ai des difficultés à rester debout longtemps. Quelle solution pouvez-vous me proposer pendant cette attente? Cette formulation fait 2 choses. Elle mentionne votre âge, ce qui active la politique de priorité. Et elle demande quelle solution existe plutôt que d'exiger quelque chose de précis, ce qui incite l'agent à chercher activement une option plutôt qu'à défendre une procédure. Et rappelez-vous qu'au-delà de ces égards, vous avez des droits légaux en cas de retard de plus de 2 heures, repas, boissons et hébergement si nécessaire. Ces droits sont garantis par le règlement européen CE 261/2004 et s'appliquent à tous les passagers.
Septièmement, voyager sans vérifier la validité de son passeport plusieurs mois à l'avance. Cette erreur est particulièrement fréquente chez les voyageurs qui ne partent qu'une ou deux fois par an à l'étranger. Voici la règle que la majorité des gens ignorent complètement. Un passeport valide ne suffit pas pour entrer dans de nombreux pays. La règle dite des 6 mois de validité résiduelle exige que votre passeport soit valable au moins 6 mois après votre date d'entrée, indépendamment de la durée de votre séjour. Elle s'applique dans la quasi-totalité de l'Asie, dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Ce que ça signifie, vous pouvez avoir un passeport qui expire dans 4 mois, parfaitement valide en apparence, et vous voir refuser l'embarquement à Paris. La compagnie applique la règle du pays de destination parce qu'elle est financièrement responsable de votre rapatriement si vous êtes refusé à l'arrivée. Elle n'a aucune marge de négociation. Ce qui aggrave la situation pour les voyageurs seniors spécifiquement, les délais d'obtention d'un passeport varient fortement selon les périodes et les communes et peuvent atteindre plusieurs semaines en haute saison. Découvrir le problème 15 jours avant le départ ne laisse souvent aucune solution. Ce que vous devez faire à la place, vérifiez la date d'expiration de votre passeport au moment où vous envisagez le voyage, pas au moment de faire votre valise. Et appliquez une règle simple, renouvelez-le dès qu'il reste moins de 8 mois de validité. Cette marge vous protège contre toutes les configurations, y compris les voyages décidés au dernier moment. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur le voyage après 60 ans, abonnez-vous à cette chaîne. Une seule information peut vous éviter de perdre un vol ou plusieurs centaines d'euros. Huitième point, acceptez le siège attribué automatiquement sans jamais rien demander. C'est une erreur de résignation et elle prive d'un confort qui est souvent disponible gratuitement. Voici ce que les agents d'enregistrement peuvent réellement faire, et que leur formation ne les empêche pas de faire. Ils ont la latitude de placer un passager sur un siège offrant plus d'espace pour les jambes, sur un siège côté couloir pour un accès facilité aux toilettes, ou sur un siège mieux situé dans la cabine. Cette latitude est réelle et exercée quotidiennement, mais uniquement en faveur des passagers qui la sollicitent. Ce qui distingue une demande qui aboutit d'une demande qui échoue tient entièrement à la formulation. Un passager qui demande « Est-ce que je peux avoir un meilleur siège ?» reçoit une réponse standardisée négative. Un passager qui exprime un besoin de confort spécifique et légitime déclenche une réaction complètement différente parce que refuser d'aider quelqu'un qui a mal au dos est psychologiquement beaucoup plus difficile que refuser une demande vague d'amélioration. Ce que vous devez faire à la place au comptoir d'enregistrement. La phrase exacte « Bonjour, j'ai 72 ans et j'ai des difficultés à rester assis longtemps en raison de problèmes de dos. Y aurait-il la possibilité d'un siège côté couloir ou avec un peu plus d'espace pour les jambes ? N'exigez rien. Exprimez un besoin réel. Et si vous avez déjà demandé une assistance à la mobilité, mentionnez-le. Votre dossier porte alors une indication qui rend la demande beaucoup plus probable d'aboutir. Neuvièmement, porter des chaussures compliquées à retirer au contrôle de sécurité. Cette erreur paraît triviale. Elle génère chaque jour des situations d'instabilité et de stress parfaitement évitables. Voici la scène. Un voyageur de 75 ans, debout au contrôle de sécurité, qui doit retirer des chaussures à lacets. Sans appui, sans siège à proximité, avec une file qui avance derrière lui. Il se penche, il perd légèrement l'équilibre, il se rattrape, puis il doit tout remettre dans les mêmes conditions, en équilibre sur un pied. Ce moment est un facteur de chute réel, et une chute dans un aéroport à cet âge peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà du voyage manqué. C'est aussi une source de stress inutile qui rend l'ensemble du passage à la sécurité plus difficile. Ce que vous devez faire à la place, porter des chaussures sans lacets, faciles à enlever et à remettre en quelques secondes. Des mocassins, des chaussures à scratch, des modèles à enfiler, confortables pour marcher longtemps mais qui ne demandent aucune manipulation complexe. Et sachez que vous pouvez demander un siège pour vous déchausser. La plupart des points de contrôle en disposent, même s'ils ne sont pas toujours visibles. La phrase exacte « Excusez-moi, y a-t-il un siège où je peux m'asseoir pour retirer mes chaussures molles ?» Cette demande est parfaitement normale et les agents y répondent sans difficulté. Et la 10e erreur, ne pas se renseigner sur les avantages seniors avant de réserver. C'est l'erreur qui coûte le plus d'argent sur la durée, et c'est celle qui résume toutes les autres. Voici la réalité que les compagnies ne communiquent jamais spontanément. Des tarifs seniors existent chez plusieurs grandes compagnies, mais ils n'apparaissent pas dans les recherches en ligne ni sur les comparateurs. Des franchises bagages supplémentaires existent pour le matériel médical, mais elles ne sont pas mentionnées lors de la réservation. Des assistances gratuites existent, mais elles ne sont proposées à personne. Le point commun de tous ces avantages, ils existent, ils sont documentés, et ils sont accessibles uniquement à ceux qui les demandent. Les compagnies aériennes n'ont aucun intérêt commercial à les mettre en avant. Chaque avantage réclamé représente une perte de marge. Alors elles attendent que vous ne demandiez pas. Et statistiquement, vous ne demandez pas. Ce que vous devez faire à la place, avant de réserver un billet, appelez la compagnie plutôt que de réserver en ligne. La phrase exacte à utiliser « Bonjour, je souhaite réserver un billet et je voudrais savoir si vous proposez des tarifs ou des aménagements particuliers pour les passagers de plus de 65 ans. » Cette question ouvre un champ complet. Tarifs non publiés, assistance, franchise bagages,
aménagement de siège. Un appel de 10 minutes, et une réponse qui peut valoir plusieurs dizaines d'euros et un confort incomparablement supérieur sur l'ensemble du voyage. Voici ce que vous devez retenir concrètement pour votre prochain voyage. Avant de réserver, appelez la compagnie et demandez les tarifs et aménagements seniors. Vérifiez la validité de votre passeport et renouvelez-le s'il reste moins de 8 mois. Signalez votre besoin d'assistance à la mobilité au moment de la réservation, même partielle. 48 heures avant le vol, commandez votre repas spécial si vous suivez un régime médical. Préparez vos médicaments pour la cabine dans leurs emballages d'origine avec une marge de 5 à 7 jours. Le jour du départ, arrivez 3 heures avant un vol international. Portez des chaussures sans lacets. Au comptoir d'enregistrement, signalez votre âge et demandez un siège adapté avec la formulation exacte. En montant à bord, demandez de l'aide pour votre bagage. Et en cas de retard, allez immédiatement signaler votre situation au comptoir. Ces 10 corrections ne demandent aucun budget supplémentaire et aucune compétence particulière. Elles demandent simplement de savoir qu'elles sont possibles et de décider de les appliquer. Voyager après 60 ans n'est pas plus difficile qu'avant. C'est simplement différent. Et cette différence, bien préparée, devient un avantage. Si cette vidéo vous a été utile, ou si elle peut aider un proche qui voyage, laissez un pouce bleu et partagez-la. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces 10 erreurs vous avez déjà commises. Je lis tous les commentaires. À très vite.